Le digital, juste quelques chiffres pour vous. Air France KLM, c'est 119 pays, c'est 27 langues, c'est 60% de clients qui s'enregistrent en ligne quand ils vont à l'aéroport. On a un taux de 98% des clients ont un contact avec le digital chez Air France KLM. C'est 20 millions de clients connectés sur Facebook et c'est 5 milliards de chiffre d'affaires par an sur les canaux digitaux, ce qui est énorme pour nous. Néanmoins, on vend que 30% des billets en ligne, donc je vais revenir dessus, c'est aussi un des enjeux et c'est pour ça que on s'est lancé. On a un gros sujet sur le contenu pour l'apporter là où les clients sont. 265 millions d'options payantes en ligne et surtout une explosion du mobile avec plus de 60% des visites qui sont faites sur un mobile. Alors, juste pour vous montrer pourquoi c'est un challenge de distribution chez nous, quelques éléments de contexte. Quand on dit qu'on vend 30% des billets sur nos propres canaux, c'est-à-dire qu'il y a 70% des billets qui sont vendus sur des agences en ligne qu'on appelle OTA ou des meta-search. Donc là, un exemple, c'est Google Flight. Sur Google Flight, une recherche Paris-Nice, le client va avoir comme information le prix, l'horaire de départ, le temps de vol et la marque qui est très faible. Donc on voit qu'on a seulement le logo pour se différencier sur Google Flight. Et du coup, pour être capable d'expliquer la différence de prix et de service entre EasyJet et Air France, où on voit que là dans l'exemple, il y a une trentaine d'euros de différence, on est obligé d'investir énormément en brand content pour promouvoir la visibilité et la notoriété de marque. Ce qui nous coûte de plus en plus cher et qui est un sujet qui nous a fait nous dire qu'il fallait être créatif sur le sujet, et je reviendrai sur ce sujet après. L'autre sujet, l'autre élément, c'est que alors il y a un best-seller de marketing qui s'appelle Discipline of Market Leaders qui dit qu'une entreprise a trois axes pour se différencier. Soit être leader sur le produit, offrir le meilleur produit, soit être le meilleur en termes de coûts opérationnels, soit être le meilleur dans la customer intimacy. Alors nous, c'est compliqué donc sur être leader sur le produit, on va trouver toutes les compagnies aériennes type Emirates, Etihad, Qatar, Singapore Airlines qui ont des produits qui sont vraiment très bons et qui font énormément d'investissements sur le produit. C'est compliqué pour nous de les concurrencer. Sur l'excellence opérationnelle, on va retrouver tout le segment des low cost, donc les Ryanair, EasyJet et compagnie. Et Air France KLM, on a décidé de se positionner sur le troisième axe qui est la Customer Intimacy. La Customer Intimacy, c'est être capable d'être le meilleur dans les interactions clients de manière à répondre aux attentes des clients, être capable de personnaliser toute l'expérience de manière à ce que l'expérience avec Air France KLM soit la plus fluide. On a décidé d'avoir ce positionnement il y a 2 ans et quand on a regardé la manière dont là où on se situait, je vais vous montrer quelques exemples. On a un gros chemin à parcourir et notamment un gros effort sur le contenu. Donc en termes de contenu, l'ambition qu'on s'est donnée pour répondre à ce besoin stratégique d'entreprise qui est d'être leader sur la Customer Intimacy, c'est d'être capable de fournir aux clients du contenu personnalisé de manière à ce qu'il n'ait pas à chercher des informations sur ses vols, sur les destinations et qu'au final tout soit simple pour lui et personnalisé. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience ou besoin de charger votre téléphone dans un aéroport parce que vous preniez un long vol. Moi, ça m'est arrivé récemment. Je revenais du Brésil et alors j'étais pas en train de le charger dans l'aéroport, mais j'avais acheté une batterie de secours. Je voulais vraiment avoir de la batterie à bord et à l'arrivée. Et en fait, je suis arrivé à bord de l'avion et il y avait une prise électrique dans l'avion pour charger le portable. Donc, je me suis quand même dit que je m'étais un petit peu embêté pour rien. Et je me suis posé la question, c'est une question qu'on se pose depuis pas mal de temps, mais pourquoi les clients du coup ne savent pas qu'ils auront un produit à bord? Et c'est vrai que quand on regarde aujourd'hui tous les sites de compagnies aériennes, toutes les sites de transport, il y a vraiment une différence. On a vraiment cloisonné la partie commerce où on vend les billets et la partie rendre un service aux clients, leur donner l'information. Et en général, on range l'information dans des pages de contenu. Donc là, je vous donne l'exemple de KLM. C'est la même chose chez Air France, c'est la même chose sur l'ensemble des compagnies. Et c'est très compliqué à trouver, sachant que on est tous feignants, entre guillemets, on n'a pas envie de chercher de l'information et qu'on veut que l'information nous arrive simplement. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a énormément de clients qui ne trouvent pas l'information directement et qui quittaient le site.
Et l'autre problématique, l'autre complexité, pourquoi on ne l'a pas fait avant, c'est que l'industrie du transport, le produit va vraiment être différent en fonction de la compagnie avec laquelle vous voyagez, la route, la cabine. Vous allez avoir vraiment des expériences différentes. Et c'est un exemple simple. Et aussi, on n'a pas forcément envie de communiquer sur tous les produits. Par exemple, Air France est une des seules compagnies à servir du champagne en économie. On ne le sert pas néanmoins sur toutes les routes. Donc c'est quelque chose qu'on pourrait pousser, mais comme on ne le pousse pas sur toutes les routes, on ne le met pas en avant. Et après, il y a certains pays sur lesquels promouvoir l'alcool à bord, c'est pas forcément bienvenu. Donc aujourd'hui, on a sur beaucoup de produits sur lesquels on a investi, on ne pouvait pas communiquer dessus. La même chose, ce sont les sièges en business. On équipe notre flotte et on rénove notre flotte au fur et à mesure du temps. C'est compliqué d'avoir un produit uniforme parce qu'en fait on est obligé d'avoir des aménagements cabines, de clouer les avions au sol. Donc on pourrait très bien le faire, mais ça veut dire qu'on arrête les opérations pendant 3 mois, on rénove toutes les cabines et forcément on peut pas le faire. Et donc on a 50% de notre flotte qui est équipée des derniers sièges business qui sont full flat et qui permettent de dormir correctement. Comme tous les avions ne sont pas équipés, on ne pouvait pas communiquer largement sur ce produit de manière à ne pas décevoir nos clients. Donc on ne le faisait pas. Et on s'est retrouvé dans une situation où aujourd'hui, en tant que responsable du contenu, on investissait de manière à promouvoir et à expliquer le nouveau produit dans des pages de contenu qui sont complètement décorrélées du parcours client et de l'expérience utilisateur. Et donc sur cette partie de gauche, ce sont les pages qui expliquent le nouveau produit. Et à droite, c'est ce que vous voyez quand vous êtes en train d'acheter un billet d'avion. Et encore cette photo, alors on a 4 bullet points pour expliquer le produit, on montre un vieux siège. Et quand j'avais pris cette photo, on a changé ça depuis. On n'avait pas à rougir par rapport à nos concurrents et par rapport à ce que faisait au final toute l'industrie du transport, où tout le monde est resté dans une logique de vendre un transport d'un point A à un point B à un prix et pour un vol pour une durée donnée, alors qu'avec l'apparition des low cost, tout le monde a commencé à différencier son produit et au final, tous ces investissements produits qui nous coûtent des millions d'euros, on n'était pas capable de les valoriser et de les montrer aux clients. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont dans l'industrie du retail dans la salle. Bon, en tout cas, vous êtes tous allés vous connaissez probablement tous Zalendo. Si on compare et qu'on appliquait la manière dont l'industrie du transport vend ses produits au retail, ça voudrait dire aller chez Zalendo, regarder des chaussures sans les images. Et du coup, on essaie de vous vendre des produits en vous donnant le nom du produit, la taille des chaussures et le prix, mais on vous montre pas vraiment le produit. Clairement, on n'a pas envie c'est pas du tout la voie dans laquelle il faut aller, et il faut vraiment qu'on arrive à vendre nos produits comme des retailers et être capable de montrer le produit au client tout au long de son parcours d'achat, donc au moment de la vente, mais aussi plus tard dans le parcours, parce qu'on a aussi beaucoup de clients qui ne bookent pas avec nous et qui viennent chez nous au moment de préparer leur vol pour faire leur enregistrement, donc il faut tout au long du parcours être capable de leur pousser les bonnes informations. L'autre point, c'est qu'on a des clients partout. Donc tout au long du voyage avec nous, de l'inspiration, le booking, la préparation, à bord et à destination, ils vont être en contact avec nous. Et l'expérience n'est pas linéaire. On va avoir beaucoup de gens qui vont aller comparer les billets d'avion sur des moteurs de comparaison en ligne, sur des agences en ligne. Ils vont venir sur notre site, ils vont aller faire leur enregistrement sur l'application mobile. À bord, on est en train d'équiper, on a de plus en plus d'avions équipés avec le Wi-Fi. Ils ont un portail où ils vont pouvoir consommer nos contenus. Et au final, l'expérience n'est pas linéaire. Et aujourd'hui, le contenu était exclusivement sur le site historique, sur le site web. Sachant que si on prend l'exemple du portail à bord, c'est un moment où les clients vont passer des heures avec nous. Ils sont captifs. C'est une énorme opportunité de leur pousser du contenu, de leur parler de notre marque et d'interagir avec eux, chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Et c'est la même chose pour toutes les marques. Le fait de, traditionnellement, on publiait du contenu et sur le site web avec des logiques d'acquisition. On a tous investi sur le SEO pour attirer ses clients chez nous. Ce matin, Aurélien, pendant la keynote à 9h je ne sais plus comment s'appelle son entreprise, mais il disait que Shears expliquait que ça coûtait de plus en plus cher et qu'au final, on passait de plus en plus de temps à donner de l'argent à Google, Facebook, etc. Et c'est vrai qu'il faut absolument
absolument couper ça et commencer à pousser du contenu sur les canaux où les clients sont. Et donc les canaux, ce sont les applications mobiles, ce sont les applications de messaging. WhatsApp et Messenger, chacun totalise plus d'1 milliard d'utilisateurs. Les millennials utilisent énormément ce type d'application. Et pourquoi continuer à aller les amener sur notre site pour qu'ils trouvent l'information alors qu'on pourrait leur envoyer simplement sur le device, à l'endroit où ils sont. Et c'est aussi un autre exemple, la Chine, les Chinois passent 30% de leur journée sur WeChat. Quand on leur parle de sites web, ils ont pas eu ils ont un peu raté l'époque des sites et ils ont beaucoup d'avance sur nous maintenant. Ils sont complètement sur WeChat et sur mobile. Donc clairement, essayer d'adresser à un public chinois via notre site qui met du temps à s'afficher en plus en Chine parce que c'est loin, qu'il y a plein de contraintes, alors qu'on pourrait leur envoyer dans WeChat, là où ils passent l'essentiel de leur journée, c'est clairement un des sujets qui nous fait nous dire qu'il faut investir dessus. Donc le sujet de Create Once, Publish Everywhere, c'est être capable d'adresser tous ces nouveaux canaux, donner l'information aux clients sans pour autant multiplier nos coûts de distribution du contenu, et c'est ce qu'on est en train de faire. Je mets à part les médias sociaux, parce que les médias sociaux, c'est du contenu qui est spécifique, c'est du contenu où on ne s'occupe pas de la distribution du contenu, parce que ce sont Facebook, Twitter, etc., qui vont aller livrer le contenu directement aux clients, et ce qu'on est en train de faire, c'est surtout sur la partie apps, applications de messaging, et demain on peut parler d'IoT, enfin, on peut imaginer beaucoup de cas. Donc une fois qu'on s'est dit qu'on allait toucher tous les clients là où ils étaient, clairement, donc le contenu est sur le site web, c'est inenvisageable d'aller dupliquer le contenu sur chaque touchpoint, de multiplier nos coûts de déploiement des contenus, de maintenance, à chaque fois qu'il faut aller les modifier. Et quand on parle de la colonne à droite des meta-search, aujourd'hui, on n'envoie aucune information au Google Flight, TripAdvisor, Kayak, Expedia, enfin, il y en a des centaines. Il faut juste savoir que, par exemple, si on est capable d'envoyer du contenu à TripAdvisor, ils font 350 millions de visites par mois sur leur plateforme. C'est beaucoup plus que ce qu'on fait, c'est à peu près ce qu'on fait par an Air France et KLM. Et je parle que d'un seul site. Aujourd'hui, quand vous êtes en train de regarder, quand vous faites une recherche, Google Flight, c'est un monstre. L'enjeu du SEO et d'être capable de ramener du trafic chez nous va être de plus en plus compliqué. Les clients vont aller de plus en plus sur ce type de plateforme. Et c'est clé d'être capable de pouvoir leur pousser l'information sur ce type de plateforme. Donc ce qu'on a fait, la solution, c'est de passer d'une manière statique de gérer du contenu à une manière dynamique, où on coupe le contenu en petits morceaux et on le pense de manière à ce qu'il puisse être réutilisé et sur différentes plateformes. Donc c'est ce qu'on a commencé à faire, et pour faire ça, on fait deux choses. On a créé, alors c'est un petit peu sans rentrer dans les détails de la technique, mais on a une couche qui nous permet de déposer nos contenus qui soient disponibles pour tout le monde de manière générique. Donc c'est la couche Create Once, Publish Everywhere. Et au-dessus de ça, on est en train de faire des API qui vont nous permettre de gérer toute la complexité pour aller déterminer quel type de contenu il faut pousser à quel client, à quel moment, en fonction de là où il va, de qui il est, et de manière à pouvoir l'envoyer sur tous ces touchpoints sans multiplier nos coûts de distribution. Alors, juste un petit aparté là-dessus, dire qu'il faut investir parce que le programme est ambitieux, et coûteux, dire qu'il faut aller investir sur du contenu quand toute l'industrie cloisonne vraiment la partie commerce et la partie contenu, c'était pas forcément très évident, parce que c'est toujours difficile de valoriser le bénéfice du contenu comparé à lancer une nouvelle option payante ou qui génère du cash directement. C'était coûteux de le faire en interne, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a, de manière à prouver qu'il fallait le faire, en tout cas regarder si c'était opportun de le faire ou pas, c'est qu'on a fait un test avec Google Flight et une plateforme qui nous permettait de personnaliser le contenu. On l'a fait début 2016, où on allait pousser du contenu riche dans Google Flight au moment de la phase d'achat. On l'a fait avec 11 autres compagnies. On était capable de dire au client, quand il était en train de réserver sur un A380, quel service il aurait à bord, s'il avait les nouvelles cabines, les anciennes cabines, de lui parler du service. Et l'enjeu, la grosse discussion, c'était est-ce que pousser du contenu au moment de la phase d'achat,
va distraire le client et au final faire baisser les conversions, ou est-ce que ça va l'améliorer? Et ce que le test a montré, donc c'était un A/B test qu'on a fait, c'est que déjà les clients passaient 30 secondes à regarder le contenu à cet endroit-là. On avait aussi poussé du contenu un petit peu premium, donc sur les cabines premium economy et business qui sont pas les cabines les moins chères. Il faut savoir que Google Flight, en général, on y va pour trouver les tarifs les moins chers. Donc même sur ce type de plateforme, on voyait que les clients passaient du temps à regarder des produits un petit peu plus premium. Et surtout, on a amélioré le taux de conversion entre Google Flight et notre site. Parce qu'une fois qu'on regarde les prix sur Google Flight redirige chez nous. Et on avait augmenté avec cet A/B test de 21% le taux de conversion entre les deux étapes. Bon, à terme, on ne va pas augmenter de 21% les ventes, clairement, mais le but, c'était de voir, déjà de prouver que c'était pas négatif et que ça valait le coup d'investir. Donc c'est ce qu'on a fait et c'est ce qui nous a permis de nous lancer sur le sujet. Donc là, je vais juste donc une fois qu'on a fait ça, il a fallu faire je vais vous parler des changements en interne, parce que passer d'une manière statique à une manière dynamique de gérer le contenu, c'est pas évident, notamment dans une industrie où dans les 10 dernières années, il y a eu énormément d'investissements pour développer le WYSIWYG. Alors je ne sais pas si le WYSIWYG c'est familier pour vous, mais le WYSIWYG, c'est ce qui a permis à n'importe qui de pouvoir créer un site en faisant du drag and drop. Ça a été démocratisé par WordPress et beaucoup d'autres plateformes, et ça permet de pouvoir faire définir les contenus, les faire glisser, et la plateforme s'occupe de tout mettre en ligne. C'est génial parce que n'importe qui peut créer un site. C'est juste l'horreur en termes de conduite du changement pour les équipes de contenu, parce qu'ils ont été habitués à avoir des facilités, et là je vais vous expliquer, mais on a dû leur demander de faire complètement machine arrière, de manière à pouvoir réussir cet objectif de créer du contenu et le diffuser partout. Alors pourquoi? Parce que justement, les créateurs de contenu se concentraient vraiment, il y a 3 ans, sur comment ma page va rendre sur un desktop. Donc en se concentrant vraiment sur le contenu et l'affichage. Donc c'était le point clé. C'était déjà un changement quand on a passé les sites en responsive, où il fallait arrêter de penser à une seule taille d'écran, il fallait penser au responsive. Un exemple simple, c'est je suis en train de créer mon texte et je le formate, je fais un retour à la ligne sur desktop parce que c'est plus joli. On passe sur mobile, le retour à la ligne il casse tout, et c'est des mises en forme du contenu qui déjà il fallait arrêter quand on parlait du responsive. Et ce qu'on est en train de faire avec le programme d'API, c'est qu'on est en train de passer et de demander aux équipes qui créent le contenu, ils avaient eu l'habitude de faire parler leur partie créative pour créer le contenu, et ils vont devoir faire fonctionner leur deuxième cerveau beaucoup plus analytique, où ils vont vraiment devoir se concentrer sur d'autres choses. C'est ce qu'on appelle parler des content models, où aujourd'hui, quand ils créent un contenu, ils se concentraient sur le titre, la description, les images, les vidéos que j'associe à mon contenu. Et ils vont devoir maintenant, en plus, parler de taxonomie, de manière à pouvoir déterminer pour être capable de déterminer à qui je dois envoyer le contenu, à quel moment. Il faut associer un ensemble de données pour chaque bout de contenu, de manière à ce qu'on puisse l'envoyer à la bonne personne au bon moment. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut être aussi capable de prioriser, parce qu'on n'a jamais la place de pouvoir afficher tous nos contenus. Donc quand on avait une page, c'était simple, on définissait ce qu'on mettait dedans, ce qu'on ne mettait pas dedans n'était pas dans la page. Demain, on va pouvoir, par exemple, diffuser sur un mobile, on aura un emplacement pour 2 contenus. On sera sur un site web, on aura 5 contenus, donc il faut être sûr qu'on fait toujours remonter dans le bon ordre les bons contenus pour être sûr que le contenu le plus pertinent va s'afficher au client. Et c'est pour ça que les équipes doivent se concentrer sur le contenu et le message qu'ils veulent fournir, et complètement perdre le contrôle sur la manière dont le contenu sera affiché. Je veux dire, pour des gens qui sont créatifs et qui créent du contenu, qui adoraient cette partie, enfin qui était vraiment la partie sympa de leur job, leur demander de ne plus s'occuper de la manière dont le contenu va s'afficher et de se concentrer sur créer un contenu, associer des données, des métadatas, c'est un gros changement à appliquer, et c'est pas facile avec tout le monde.
Alors pour donner un exemple, donc ça c'était sur la théorie, depuis janvier on le fait sur notre site web. Au moment du parcours d'achat, on pousse du contenu au client et on est capable en fonction de l'équipement avion, on est capable de lui dire ce qu'il aura à bord. S'il aura le Wi-Fi, s'il n'aura pas le Wi-Fi, s'il aura une prise pour charger son téléphone en fonction de sa cabine. On lui donne des informations sur le service et on en a aussi profité pour pousser du contenu riche. Donc du contenu riche, ce sont des vidéos, des photos 360 de manière à ce qu'il puisse voir la cabine et qu'il puisse voir vraiment ce qu'il est en train d'acheter. Alors j'espère que ça va fonctionner. Non. Je vais juste vous montrer En fait, on a fait un test. Il y a l'exposant qui est là aujourd'hui qui s'appelle Fairpection, qui nous permet de faire des user tests très simples où on est capable d'enregistrer ce que les clients font derrière leur ordinateur avec la voix. Et on a fait ce test de manière à montrer justement avec cette première installation, parce qu'une fois qu'on a créé la possibilité de pouvoir connecter plein à différents endroits le contenu, c'est aussi intéressant de pouvoir montrer la plus-value et l'intérêt client. C'est pour ça qu'on a fait ce user test de manière à ce qu'on puisse montrer qu'il y a vraiment un intérêt à aller pousser du contenu à différents endroits. Alors, j'espère que ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Ah non, ok, bon, il n'y a pas le plugin QuickTime, bon, désolé. En gros, vous voyez la personne se naviguer dedans. Et clairement, ce que ça nous a permis de voir, c'est que l'information était claire, c'est qu'ils étaient contents de voir ce contenu à ce moment-là. Le contenu était aussi très rassurant. Donc même quand on a certains produits qui sont difficiles à vendre, juste le fait de montrer le produit et d'expliquer ce qu'on aura à bord était très rassurant. Et ça a aussi apporté une plus-value pour les clients. C'est que le fait de montrer les services à bord peut aussi leur permettre de mieux orienter le choix dans l'avion qu'ils vont prendre, entre un avion qui aura le Wi-Fi, qui ne l'aura pas, etc., etc. Alors, je vais juste passer sur la presse. J'ai une petite vidéo, parce qu'en fait quand on parle d'API, je suis allé vite sur le concept d'API, mais je ne sais pas si l'API c'est clair pour tout le monde. Ou si... Ok. Néanmoins, l'API c'est connu au digital, mais quand il faut aller expliquer en interne qu'on va tout solutionner avec une API, c'est pas forcément évident. Et du coup, je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a réservée pour l'interne, mais qui nous permet d'expliquer pourquoi il faut faire ce changement, de manière à faire adhérer en interne. Sarah wants to treat herself to a short trip away next month. A week on the beach might be nice. Or maybe a city break, somewhere exciting. One thing's for sure, she'd like to travel in a little comfort this time. She starts to browse a few websites, but quickly gets frustrated at how difficult it is to find the information she's looking for. Why does it all have to be so complicated? Introducing Super Butler George. George can tell Sarah all about the destinations she's interested in. New York, Rio, Tokyo. What's more, while she's booking her flight, he can also answer any questions she has. Will there be a vegetarian meal option? Or, what does the business cabin look like compared to the economy cabin? That way, she knows exactly what to expect before she goes ahead and buys her ticket. As her travel date approaches, Sarah wants to know whether there'll be Wi-Fi and plug sockets on board. George has all the answers. He even shares his insider's knowledge that there'll be champagne on board. So, who is this Super Butler George? He is in fact a new API called the Inspire API. Thanks to the Inspire API, we at Air France and KLM can create content once and reuse it on multiple touchpoints within the company website and apps, and also on external touchpoints throughout the customer journey. Our customers receive personalized and relevant information when and where they need it. George, if you will, offers customers the information they need without them having to look for it, and he helps us showcase our products and services
in an efficient, cost-effective and personalized way. The idea is simple, the impact is huge. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire et qu'on est en train de déployer un petit peu partout. Après, pour finir sur une note, voilà, il faut pas non plus penser que ça va être faisable partout. Il y a quand même quelques challenges, et notamment si on prend un exemple de ça, c'est un contenu sur le site qui permet de parler des équipements sportifs et notamment des sacs de golf. On est en train de développer un chatbot qui permet de répondre aux questions sur les bagages. Et c'est vrai que si on regarde le contenu qui permet de donner la bonne information sur le chatbot bagage, qui est en jaune, c'est celle qu'on va retrouver ici dans le texte sur le site. Et au final, on voit bien qu'être capable de créer le contenu une fois, de le réutiliser dans une utilisation qui est différente, où le chatbot va être dans une conversation, et sur le site, ça va être, c'est une interaction qui est différente, fait qu'on va pas, voilà, ça fait partie des challenges qu'on va avoir, mais ça va pas forcément être possible de le faire dans tous les cas. Donc on voit bien que ça a déjà certaines complexités et on n'arrivera peut-être pas forcément à le faire dans tous les cas. Néanmoins, l'ambition est d'être capable de, si on veut diffuser le contenu partout, de minimiser la duplication des contenus, parce que c'est quelque chose qui est très coûteux, notamment quand on doit après le déployer dans beaucoup de langues. Voilà, j'ai fini. Alors, est-ce qu'il y a des questions avant le déjeuner? Alors, il faut bien parler dans le micro, vous le savez. Je voudrais poser une question sur le tuto qu'on n'a pas vu. L'API, est-ce que vous la mettez sur le site ou c'est interne? J'ai pas bien compris Non, on fait les deux. En fait, l'API va être utilisée sur le site, va pouvoir être utilisée dans les applications mobiles, va pouvoir être utilisée dans les applications messaging, et on la met aussi en externe de manière à ce qu'elle puisse être consommée par n'importe quel site avec qui on fait un partenariat. Ah, mais sur airfrance.com, enfin peu importe, ouais. Vous l'avez dans le process de réservation? Oui, on est en train on la branche sur le site, effectivement. Et vous mesurez le taux de sortie? Sur les d'entrée supérieure, on va dire. Non, en fait, par rapport au test Google qu'on a fait, c'est aussi pour ça que je disais qu'on n'atteindrait jamais 21% de ventes en plus. Là, ce qu'on mesure, c'est qu'on a des taux de conversion qui sont stables. Et au final, mais c'est aussi pour ça que ça reprend l'objectif de départ. Je pense qu'on va gagner des points de satisfaction client, mais je m'attends pas à forcément des augmentations, en tout cas sur les canaux chez nous. Des augmentations de ventes. Par contre, sur des canaux indirects où on va être en compétition avec d'autres marques, le fait de pouvoir montrer notre produit va peut-être driver plus de trafic. C'est ce qu'on avait fait avec Google. Donc il y a peut-être il y aura peut-être deux résultats. Okay. Non ? Eh ben, bon appétit à tous. Merci.